Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Merci d'être là. Ouais, magnifique prénom. Bravo à tes parents. C'est quoi toi année 74. Année 80. Année 74. Eh oui, je suis plus si jeune moi. Ah la vache, tu me bats. Et non, tu fais beaucoup moins. Ouais, je fais 40. Donc en fait, toi, tu donnes jamais ton âge et tout le monde pense que tu as 40 depuis 15 ans. Quoi. Il y a juste Sébastien qui me travaille un peu. Oui, là, c'est un peu marqué. Bon, Yomoni fête ses 10 ans, enfin, a fêté ses 10 ans récemment. Je suis ravi de faire cet épisode avec toi. Voilà, on met les téléphones en mode avion et c'est moi qui ai commencé le premier. Donc à biper, mais ça c'est réglé. On est parti pour 3 quarts d'heure. On va fêter ensemble ces 10 ans, si tu le veux bien. Enfin, refêter, parce que tu l'as déjà fait avec tes équipes, je présume, et tes clients. Exactement. Tu as fêté 2 milliards, le cap des 2 milliards d'euros d'encours. Donc on parle d'AUM dans ton jargon, Asset Under Management, je crois, avec cette très forte accélération. L'an dernier, j'aimerais savoir, donc du coup, moi je suis un passionné de FinTech. Si tu écoutes de temps en temps Tech 45, j'en ai reçu un bon paquet, je sais pas, une dizaine, avec des, j'allais dire, des fortunes diverses, mais en fait, non, la plupart même toutes sont encore en vie. Donc vous sentez plutôt bien. Alors certaines ont été rachetées, mais pour de bonnes raisons. Je pense à mon petit placement par Malakoff Humanis. Tu as dû suivre ça. Donc voilà, j'aimerais bien savoir qui sont tes clients aujourd'hui, en 2026. Pourquoi, comment cette collecte record, parce que mine de rien, 2 milliards, tu es un des plus gros, si ce n'est le plus gros. Et pourtant, tu te décris toi-même comme peu connecté. Quand on prépare cet épisode, tu me dis, je suis assez peu connecté, assez peu soirée, French Tech, etc. Donc volontairement sous le radar. Alors parfois tu t'exposes quand même. On se rappelle, certains se rappelleront de cette magnifique pub là, il y a un an ou deux avec Paul Naref. Tout à fait. Vous avez envoyé la purée là. C'était très très drôle. Et puis donc voilà, ce positionnement aussi singulier dans la gestion de patrimoine en ligne. Au début, Robo-Advisor, très très tôt les ETF qu'on connaît bien maintenant. Dès le départ. Mais voilà, dès le départ. Donc il y a 10 ans, personne n'en parlait ou presque. Et toi, tu étais déjà là-dessus. Donc très digital, mais aussi cette promesse d'accompagnement humain qui plaît au retail et puis qui va plaire de plus en plus parce que tu changes pas de positionnement, mais ça évolue et tu as ce relais de croissance de la gestion privée, donc d'aller sur des paniers plus importants au lieu qu'on te confie 5, 10 ou 15K, ça va plutôt être 50, 500 000, plus d'1 million, avec ce positionnement aussi de B2B2C où tu vas y adresser des family office, des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine. Et toi-même, tu as levé donc autour de 40 millions d'euros depuis la création, ce qui est beaucoup et peu à la fois quand on gère 2 milliards. Donc on va parler de la genèse qui s'est passée il y a 10 ans, de ce que tu es devenu là depuis 2015, du marché avec l'explosion des Trade Republic, Revolut et consorts. Mais d'abord, c'est la tradition ici. Sébastien, qu'est-ce que tu faisais avant de lancer Yomoni, donc avant 2015, quand tu étais jeune? Alors, avant 2015, j'ai fait une école de commerce et après, j'ai toujours travaillé dans la banque ou la gestion d'actifs. D'abord en consultant chez Deloitte pendant quelques années et puis c'était sympathique, mais il y avait un petit côté marchand d'esclaves qui me plaisait pas beaucoup. Et j'ai rejoint ma première aventure entrepreneuriale qui était déjà très bien lancée, qui était la financière de l'échiquier, qui à l'époque c'était une trentaine de personnes, montée par Didier Le Ménestrel et Christian Guenier sur vraiment une gestion active de conviction avec des très jolies performances. Et j'ai été le CEO de cette boîte pendant 12 ans. Et donc, on est passé de 30-35 à une centaine. Et j'ai quitté en 2014, avant de lancer Yomoni. On pesait à peu près 10 milliards d'euros sous gestion. Voilà. Avec un angle très fort de conviction. Et le vrai changement, c'est effectivement pendant l'année 2014, où la gestion d'actifs a un peu plus de mal. C'est un peu plus compliqué de faire de la surperformance dans des marchés beaucoup plus connectés, beaucoup plus rapides. Et il commence à émerger dans des pays comme les pays anglo-saxons, ce qu'on appelait effectivement les robo-advisors. C'est le début des Betterment, c'est le début de Nutmeg en Angleterre, qui était le premier robo-advisor anglais, et qu'on va voir avec Didier et Christian pour participer à une levée de fonds, avec le fondateur qui s'appelait Nick Hungerford, et qui nous explique tout son modèle. Et je rentre sur le train du retour de Londres, et je me dis, mais en fait, c'est ça dont ont besoin les Français, c'est-à-dire un produit qui soit simple, avec des mandats donc pris en main et délégués pour eux, et avec ces ETF qui sont totalement absents du marché français. Et je commence à travailler ma copie pour voir ce que ça veut dire, cette face nord du marché français de l'épargne, et puis me lancer en 2015. Tu as eu clairement le nez creux parce que, justement, financière, mais plein d'autres acteurs dits indépendants, soit n'ont pas pu rester indépendants, sont adossés à des plus grosses maisons, parfois très grosses, ou ont fusionné avec des pairs, soit où ont vu leur collecte, je pense à des Carmignac, des gens comme ça, souffrir, passer carrément en décollecte,
parce que, comme tu l'as dit si bien, aujourd'hui, l'accès il est beaucoup plus simple. Alors, c'est pas notre génération, mais tu vois, les 20-30 ans, aujourd'hui, ils ont l'ETF S&P 500, ils regardent pas ça tous les matins et ils s'en foutent, quoi. Non, ce qui est dingue, c'est t'as le nez creux, mais à la fois, en 2015, si tu regardes vraiment le marché, tu regardes ce qui s'est fait aux États-Unis dans les 40 dernières années, tu vois que les ETF avaient déjà pris une place hyper prépondérante dans l'épargne des particuliers, donc, et qu'ils ont fait que ce type de produit a largement fait sa place et ses classes en termes de performance sur des durées très très longues, et que le vrai sujet, c'est un marché de distribution, c'est-à-dire que la France, étant donné son équilibre et les équilibres financiers des différents acteurs, a du mal à proposer de l'ETF parce que c'est pas assez rentable par rapport à certains produits qui sont beaucoup plus margés. Et donc en 2015, il y a 2 grands sujets qui nous permettent d'avoir 2 leviers pour démarrer. Il y a le levier de la digitalisation, ça c'est la partie basique, mais en 2015, tu n'ouvres pas une assurance vie en ligne, hein. Tu consultes des plaquettes d'assurance vie en ligne, mais après toute la souscription se fait en papier, et donc tu renvoies tes papiers. Donc ça, on digitalise tous les processus, que ça soit le compte titre, le PEA, l'assurance vie, le PER, enfin ça c'était un des axes, donc simplifier, faciliter, rentrer dans les usages que toutes les autres industries ont connus et faire la même chose pour la gestion de patrimoine. Et puis les ETF, en proposant ces mandats ETF, parce que les gens n'étaient pas forcément en capacité de choisir, mais en tout cas leur proposer des mandats ETF en leur disant sur le long terme, vous verrez que la performance sera bien plus sympa que ce qu'on vous propose dans les grands établissements traditionnels qui objectivement servent très très mal leurs clients pour plein de bonnes et mauvaises raisons, mais il est vrai que l'épargnant français n'est pas le mieux loti en Europe et dans le monde. Bon, tu as dit beaucoup de choses là. Il faut, avant qu'on arrive à la genèse de la création 2015, et là, tu as quand même pas mal ouvert la porte. Déjà, ETF, moi j'étais surpris, tu vois, il y a pas longtemps, il y a quelques mois de cela, une réunion familiale, je dis, bon, vas-y, t'embête pas, prends un ETF. Alors, je sais plus si on parlait de la bourse de Paris, de l'Europe ou de l'or, et prends un ETF. Et là, il y a quelqu'un qui m'arrête en disant, mais attends, mais c'est quoi un ETF? Et donc là, je me moque pas, mais je prends tout le monde à témoin. Je dis, non, mais attendez, vous savez ce que c'est qu'un ETF? Et tout le monde se regarde. Certains n'osaient pas dire qu'ils ne savaient pas. D'autres ont dit, moi, j'en ai déjà entendu parler, mais ils étaient incapables de me définir le truc. Donc, il y a un taux de notoriété encore très faible. Oui, alors ça progresse quand même très vite, mais en fait, il y a surtout un shift générationnel. C'est-à-dire que tu l'as dit au début, nous, on le voit dans les études et chez nos clients. Tu as grosso modo tous ceux qui se renseignent sur l'épargne, la gestion de patrimoine et qui le font plutôt en ligne via les réseaux ou autres. Les ETF, ils connaissent parce qu'on en voit partout maintenant et qu'il y a une très forte présence à la fois des acteurs qui produisent des ETF, des créateurs de contenu autour de la finance qui parlent d'ETF. Donc, en dessous de 30-35 ans, normalement, tu as peu de gens qui ne connaissent pas. Tu en auras toujours, mais le degré de notoriété est fort. Okay. Et puis après, tu as les plus de 40, 45 qui continuent de passer généralement par leur banquier traditionnel pour s'informer sur les solutions. Et eux, généralement, la banque évite de leur parler d'ETF parce que c'est pas dans son intérêt. Et c'est ce que tu disais, donc c'est beaucoup moins margé. Donc c'est genre, le rapport, c'est peut-être de 1 à 10, c'est ça, non? C'est facile de 1 à 10, oui. C'est-à-dire que globalement, un fonds d'investissement traditionnel proposé par votre banque, il va être entre 1,5% et 2,5% de frais par an. Ça veut dire qu'on va capter sur la somme que vous déposez dans votre banque ou sur ce fonds, on va vous capter 1,5 à 2,5% de la somme par an pour la gérer. Un ETF, c'est entre 0,05% et 0,30% pour les plus compliqués, et donc ceux qui nécessitent un peu plus de moyens. Donc oui, on est en un rapport de 1 à 10, grosso modo, ce qui est extrêmement significatif, parce que, et ça on ne cesse de le rappeler, c'est que c'est chaque année une différentielle qui s'accumule. Donc c'est chaque année 1 à 25% de frais en moins avec un ETF, et donc au bout de 10 ans, parce que généralement c'est des investissements long terme, vous avez des différences qui peuvent être très significatives. Et c'est assez logique, puisqu'en fait, ça attire beaucoup de flux. Donc, c'est plus facile de faire les économies d'échelle. Mais surtout, c'est des produits dits, je parle sous autocontrôle, mais dits synthétiques. C'est-à-dire qu'en fait, il va répliquer une performance. Il y a les deux. De plus en plus, c'est physique. Il n'y a pas de gérant, je veux dire. Il n'y a pas de gérant. Oui. Parce qu'on parle d'ETF physique et synthétique. Physique, c'est j'achète vraiment les titres qui sont derrière l'ETF. Et synthétique, je le fais à travers des jeux d'options. Je n'ai même pas besoin de les acheter. Sur le marché français, on est quand même essentiellement sur du physique. D'accord. Donc, un ETF CAC 40, il va quand même acheter du Total, voilà, du NJ, du Vinci, du Vivendi. Okay. Et en fait, là où tu as raison, c'est qu'il n'y a pas l'ensemble de la partie recherche, analyse que doit avoir une gestion active avec des gérants qui doivent faire des choix, qui doivent passer des ordres fréquemment. Là, vraiment, on colle sur un indice qu'on définit avec des règles strictes qui peuvent être une réplication d'un indice connu. Tu as cité le CAC 40, mais il peut y en avoir d'autres. Et on pense au MSCI en particulier, qui est un fournisseur d'indices qui fournit des indices à peu près sur tous les sujets, secteurs ou pays. Alors, MSCI World, généralement, j'achète la bourse mondiale. Le MSCI World, c'est tous les pays développés.
Ouais. Après, Sauf que on en parle tout le temps, on a l'impression qu'on dit c'est cool. En fait, j'achète les bourses mondiales. Je crois qu'à 2 tiers, c'est les États-Unis. Hein. C'est S&P 500, donc faites gaffe. Alors en fait, ça dépend. C'est là où il y a objectivement une vraie complexité dans les indices. Le MSCI World, c'est les pays développés. Il y a le MSCI All Country World qui inclut les pays émergents, ce qu'on appelle encore émergents, dont certains sont émergents, tu as la Corée dedans, hein, Corée du Sud. Ça paraît dingue. On est quand même déjà bien émergé. Et en fait, celui qui est le plus connu est pondéré par les capitaux. Donc effectivement, les plus grosses capis sont surreprésentées. Et forcément, les plus grosses capis, elles sont aux États-Unis, elles sont en particulier dans la tech. Et donc, il y a un vrai poids très significatif de cet indice mondial sur la tech et sur les États-Unis. Et après, tu peux avoir le même indice équipondéré, donc les mêmes actifs, mais par contre, tu vas les avoir du même poids, ce qui va renforcer les plus petites capis. Mais il faut faire attention parce que c'est un autre biais. Ouais, mais ce que les gens achètent très souvent, c'est le MSCI un ETF, et c'est le World, c'est le S&P 500 et c'est la tech pour les plus téméraires. Ouais. Là, ayez en tête que si demain le Nasdaq perd 30%, ça va secouer dans votre portefeuille. Ça va secouer dans votre portefeuille. Surtout, il y a plein de choses qu'on ne voit pas forcément parce que c'est une version assez simplifiée, le MSCI World. Par exemple, vous ne savez pas si vous êtes couvert en risque de change. Et effectivement, vu que vous êtes très sur les États-Unis, vous avez un risque dollar qui est très fort. Et si le dollar bouge comme l'année dernière, votre MSCI World non couvert, il va pâtir du changement de... C'est ce qu'on a vu en 2025, voilà, clairement. Exactement. Tu as un Nasdaq qui a pris, 15%, mais en vrai, en net pour un Européen, ça faisait plus de 5 parce qu'il y avait un effet de change. Voilà. De 10 Donc en fait, derrière ce côté simplifiant, qui peut être très bien, il faut quand même savoir ce qu'on achète. Est-ce que c'est couvert et sur quelle partie? Et donc c'est là où l'information elle est clé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ETF rentre dans les portefeuilles. On commence à en voir un petit peu. Alors chez les acteurs indépendants, les acteurs en ligne, vous commencez à en voir de plus en plus. Et dans les banques traditionnelles, ça a commencé forcément par les gestions de fortune, gestion privée, parce qu'il y avait une pression assez forte des clients qui était de dire c'est sympa, je mets quand même des sommes très significatives et j'aimerais quand même avoir une vision large et ouverte. Dans la banque traditionnelle de l'agence, on reste quand même sur des architectures très fermées. Ça veut dire, grosso modo, la BNP va proposer des produits BNP, la Société Générale va proposer des produits Société Générale ou Amundi. Et donc, vous ne vous retrouvez pas toujours avec beaucoup d'ETF. Et ça, c'est un vrai sujet. Pourquoi en fait, on ne les retrouve pas là? Parce qu'on a un modèle en France qui est la banque universelle. C'est-à-dire que la banque universelle, votre banque, elle vous propose tout, le crédit, l'épargne, le compte courant, elle peut même vous proposer la sécurité, le mobile et autres. Et en fait, elle est assez peu coûteuse finalement sur la banque du quotidien par rapport à ses pairs européens. Avoir une carte bleue premier, finalement, vous la négociez tous les 2 ans et vous l'avez quasiment gratos. Vous ne payez pas vraiment de frais de tenue de compte. Mais donc, la banque du quotidien n'est pas chère. Par contre, il se rattrape beaucoup sur l'épargne, où l'épargne est généralement à peu près 2 fois plus chère, 2 à 3 fois plus cher que ce que vous trouvez en Angleterre, en Allemagne et autres. Et donc là, il y a un vrai décalage très fort. Et si demain, vous commencez à mettre beaucoup d'ETF dans la proposition des banques, leur marge va largement baisser. Là, il va falloir trouver un autre équilibre. C'est pour ça qu'elles sont un petit peu cornaquées en ce moment. Elles commencent à en mettre. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'elles redéfinissent leur modèle si elles veulent vraiment proposer de manière significative. Bon, hyper intéressant. C'est-à-dire que tu es en train de dire qu'elles nous font pas payer, nos BNP, BPCE, SOG et consorts, le vrai prix du service bancaire. Mais voilà, elles se refont... Elles se refont sur l'épargne. On a une épargne qui est très coûteuse. Okay. En France. Ouais. Hyper intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'en 2015, on lance Yomoni en se disant, en fait, notre point, c'est de dire, en fait, le beau modèle, c'est le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire oui pour une banque du quotidien, qui fait très bien les choses, qui va bien sûr vous faire le crédit associé. Et à côté, il faut avoir un gérant d'épargne, et c'est 2 entités séparées qui font 2 métiers séparés, et aller chercher le meilleur des 2 côtés. Et donc nous, on bâtit le gérant d'épargne, qui va être à côté de la banque, qui va être dédié uniquement à votre épargne long terme. Et ça, je pense que c'est un vrai modèle qui porte ses fruits. Et tu lances ça seul, donc en 2015, il y a 10 ans maintenant. Alors, on lance ça à 3 au début. Ouais. Et on lance ça en 2015. J'embarque Didier et Christian, donc les fondateurs de l'échiquier, dans l'aventure. Donc, ils sont pour le coup des vrais entrepreneurs dans la gestion. Ça fait partie de ceux qui m'ont vraiment donné le. Mais comme conseiller, pas comme co-founder. Non, pas comme co-founder. C'est eux qui seedent avec moi là, au départ la structure et qui m'accompagnent. Et on lance le sujet avec au départ une assurance vie, des mandats ETF. Un robot advisory, donc grosso modo un algorithme qui permet de recommander un niveau de risque en fonction de la situation de chaque client et de l'horizon de chaque client. Et puis on se lance comme ça en 2015. Et puis au fur et à mesure, c'est un marché un peu particulier et on le savait, je le savais en me lançant, c'est-à-dire que c'est un marché de la confiance.
C'est-à-dire que tu dis grosso modo, tu dis à tes clients, c'est pas un métier transactionnel, c'est un métier de stock. C'est-à-dire que tu dis à tes clients, vous venez positionner votre argent pour 8, 10 ans, 15 ans. C'est vrai que quand tu as moins d'un an ou deux de track record, forcément les clients... T'as pas envie d'être le premier, quoi. Tu te dis, c'est sympa, j'ai envie de... J'attends un peu, quoi. Je vais tester, mais tu mets un ticket à 1 000 € pour regarder, mais tu n'iras pas beaucoup plus loin. Et donc, il faut faire ses preuves. Et donc, globalement, on fait nos preuves et on travaille très proprement pendant 4-5 ans. On enrichit la plateforme, on rajoute le PEA géré, on rajoute le compte titre, on va mettre le PER dès qu'il va pouvoir sortir. Donc ça, on met les mandats ETF dans toutes les enveloppes fiscales possibles parce qu'on sait que c'est un discriminant qui est très très fort. Et tu attires des dizaines de milliers de clients. Et au fur et à mesure, on attire beaucoup de clients. On fait un track record aussi de performance parce qu'on est une société de gestion. À la différence de mes camarades qui sont souvent courtiers en investissement financier, moi j'ai un agrément de société de gestion qui me permet de prendre des mandats dans toutes les enveloppes fiscales. Donc je peux gérer ton compte titre, je peux gérer un PEA, je peux créer des fonds d'investissement, ce qu'on a fait. Donc j'ai une latitude de création de produits qui est très large, mais je suis aussi évalué sur ma qualité de gestion. C'est-à-dire que je ne suis pas simplement un grand magasin où j'ai des solutions, moi-même je développe mes propres solutions. Et donc il faut démontrer la promesse qu'on a fait au début à nos clients et qui était portée sur ce qui s'était passé aux États-Unis, qui était de dire les ETF, sur le long terme, ça sera plus rentable que ce que vous avez chez vous et on va faire une jolie perf. C'est ce qu'on fait une première année, une deuxième année, une troisième année, etc. etc. Et puis, on a... donc, ça commence vraiment à prendre. Mais au bout de 4 ans, on pèse quoi? On pèse 100 millions d'euros sous gestion. Donc, c'est un démarrage, mais c'est un démarrage. Il faut avoir un peu de temps devant soi. Et puis, on a le moment Covid où, forcément, il y a une accélération très forte, comme plein de solutions en ligne. Donc, les gens ont du temps, ils sont devant un écran, ils se posent des questions. On ne sait pas quoi faire de notre argent, on épargne. Il n'y a plus de paris en ligne. On part plus en vacances, donc on a du cash. Donc on se dit, tiens, voilà, effectivement, où je pourrais le positionner. Et là, YoMoney apparaît parce qu'on fait ce qu'il faut pour apparaître au bon endroit. Et là, on a une vraie croissance très forte. On atteint les 300 millions donc en année 6. Arrive 2022, qui est une année compliquée sur les marchés, où là, effectivement, ça freine un peu, mais on s'en sort plutôt bien. La traction continue d'être là, même si elle est un peu inférieure au BP qu'on avait imaginé. Oui, les marchés perdent 10-15%. En fait, qu'est-ce qui se passe en 2022 En fait, ils perdent 15%, et surtout, c'est une crise Ukraine qui fait baisser tous les types d'actifs. C'est le début de la guerre en Ukraine, par exemple, oui, avec l'énergie, tout ça. Tu vois, la partie, le truc, c'est que tu as la partie risquée des actions qui chute. Et ça, les actions sont plus volatiles. Mais tu as la partie obligation qui est censée normalement effectivement faire un coussin et sécuriser un peu, qui chute d'autant. Donc finalement, quand tu as des profils qui sont censés être équilibrés, là, tu es dans un moment un peu particulier où finalement, que ce soit les obliges ou les actions, elles te lâchent un peu. C'est la remontée des taux, voilà, etc. Exactement. Donc les dettes des États qui se retrouvent moins et demandées. Donc on arrive fin 2022 avec des perfs qui sont... correctes, très correctes par rapport au marché, mais qui sont négatives. Et puis, on va reprendre 2023, 2024, 2025. Et là, on va faire des croissances de 40% par an, ce qui va nous amener au... Ton premier milliard, c'est quand? Le premier milliard, c'était il y a 2 ans. 2 ans, ouais. Il y a 2 ans, mais donc on a mis 8 ans à faire notre premier milliard et on a mis 2 ans à faire le deuxième. Incroyable. Donc là, tu as une accélération très forte. Et en fait, elle se base sur 2 choses. Elle se base bien sûr sur une acquisition client qui continue. On a des nouveaux clients qui onboardent tous les jours, mais aussi sur des clients existants qui remettent de plus en plus. Et donc, la partie du patrimoine qui nous confie devient de plus en plus importante. Et c'est là-dessus qu'on va jouer et sur lequel on va travailler dans les 24-36 derniers mois, en refocalisant en particulier sur les clients à capacité élevée et en redéveloppant une activité de gestion privée qui va être un peu différente. Ça fait donc aujourd'hui combien de clients? Ça pèse combien de clients YoMoney? 80 000 clients. Quel panier moyen? 80 000 clients, 30 000 euros de panier moyen. Okay. Un ticket initial qui est à 11 000 euros. Donc, le premier ticket est à 11 000. Il faut avoir en tête que quand on a commencé, on était vraiment à 1 000 euros. C'était le minimum et tout le monde était 1 000 euros et pas plus. Ouais. Donc, on fait x10 et surtout, on voit que ça commence à prendre. Et avec, dans les nouveaux clients, plus de 30% qui nous déclarent un patrimoine financier, donc hors IMO, un patrimoine financier de plus de 150 000 euros. Donc, c'est-à-dire qu'avec une capacité d'investissement qui commence à devenir significative. Ils rentrent sur quoi? Sur un PER, une assurance vie? Globalement, l'assurance vie reste quand même la locomotive. On a des PEA qui marchent très bien. Enfin, PEA et PER. Qui marche très bien. Grosso modo, c'est 60% de l'assurance vie et c'est 15% PEA, 15% PER. On a du compte titre aussi avec des personnes morales qui viennent ouvrir des comptes titres. Donc là, ils mettent quoi dans les assurances vie et PER là? Ils investissent sur quoi? Ils mettent nos mandats ETF. Alors on a des mandats ETF qui sont donc c'est plus ou moins risqué. Plus ou moins risqué avec un tropisme ou pas ESG. Donc ça on leur fait une recommandation. Et après, ça marche encore ça l'ESG en 2026, ouais.
Le sujet de l'ESG, c'est toujours la même chose. C'est que quand tes valeurs sont alignées avec le marché et que ça surperf, tout le monde est très content d'investir dans l'ESG. Quand tu as des vents contraires, comme depuis 2 ans, où effectivement l'ESG sous-performe, il faut être fort sur ses valeurs. Donc effectivement, ça marche un peu moins bien. Pour autant, on trouve que ceux qui ont investi dans l'ESG restent solides, c'est-à-dire que leur conviction reste assez forte, mais c'est sûr que tu as une attrition qui est un peu plus forte ou une accélération qui est un peu moins forte côté ESG que côté marché traditionnel. Ça marche moins en collecte ou en performance, ou les deux, mon colonel? Non, les deux. Ah, c'est-à-dire que la performance, les fonds et les indices ESG marchent moyen. Okay. Pourquoi? Parce que globalement, quand la perf est tirée par la tech américaine, la tech américaine n'est pas forcément très ESG. Et donc, elle n'est pas dans les indices ESG. Donc, vous ne profitez pas de cet accélérateur-là. Et effectivement, ça vient ponctionner la performance des ESG. Et puis, je rajouterais à ça, là où la France est toujours très forte, avec un jeu de labels hyper compliqué, les labels ESG qui ont apparu avec certaines contraintes, puis qui ont disparu. Donc, ça complique aussi la lisibilité. Mais globalement, moins de perf, donc moins de collecte. Donc oui, il y a toujours des fortes convictions derrière. Mais si les performances ne sont pas là, effectivement, il y a forcément un peu plus de mal à investir là-dessus. Quand on voit que les profils traditionnels, je prends les profils non ESG, là on a fait, je crois, 11% sur les profils les plus dynamiques en 2025. On fait 2-3 sur la partie ESG, donc il y a un vrai différentiel. Donc là-dessus, forcément, ça ralentit un peu la partie ESG. Entre 3 et 11, il y a un juste milieu ou pas? Il y a du 5-6 ou pas? Non, après les profils les plus équilibrés, on fait 6 l'année dernière. D'accord. 6-7. Okay. Là, je parle des profils les plus dynamiques. Tu parles net de frais, là, hein? Ah, net de frais. Ouais. Net de frais. Là, on a, en fait, en 10 ans, sur le profil le plus dynamique, on est à 110-115%. Donc voilà, et donc c'est une croissance, et on bat 99, parce que ça, on le suit, depuis 10 ans, on bat 99,5% des fonds de gestion actifs à risque équivalent. Donc tu prends le risque, tu regardes les colonnes de risque, et tu te dis, à quel niveau je suis? Il y a 1 ou 2 fonds qui nous battent encore, mais quasiment plus. C'est qui ces fonds-là? Cite-les. Bah si. Non, parce que je les ai pas en tête, forcément, mais okay. le sujet, c'est qu'en fait, c'est assez normal, c'est que quelle que soit la qualité du gérant qui est derrière, déjà, ça reste un gérant humain, donc il ne peut pas surperformer tous les ans. Il y a très, très peu de gérants qui arrivent à surperformer tous les ans le marché. Et puis, on part avec 1% d'avance, 2% d'avance en fonction des frais qui sont collectés sur la gestion active. Donc, c'est vraiment objectivement de plus en plus compliqué pour les gérants actifs d'arriver à se battre contre la gestion passive. Donc, voilà, donc on est plutôt très, très bien positionné sur la partie perf. Le sujet ESG est là. Nous, on reste complètement convaincus. On continue d'avoir une sélection ESG qui est dédiée. Je pense qu'il ne faut pas suivre non plus les modes à la fois dans le bon sens et dans le mauvais sens. Faut être sûr de. C'est très français, quand même. Enfin, c'est européen et très français, notamment, quoi. Le ESG ? Ouais, c'est très européen. En fait, ce qui est très européen et très français, c'est le nombre de règles qu'on a associées à l'ESG, en fait. C'est-à-dire qu'il y a X contraintes de gestion et ce que je disais, des labels qui peuvent être plus ou moins compliqués. La réalité, c'est que je pense qu'il y a toute une série d'épargnants qui ont envie d'avoir des investissements qui soient alignés avec un certain nombre de leurs valeurs. La complexité, c'est d'arriver à leur démontrer que c'est vraiment aligné. C'est-à-dire le E, le S et le G, comment j'arrive à démontrer de manière très concrète que oui, il y a des filtres qui sont associés à nos investissements et qui font en sorte, par exemple, on a toujours ces sujets, il y a des filtres ESG qui acceptent du total, il y a des filtres ESG qui n'acceptent pas de total. Évidemment. Ça dépend comment vous le percevez. Et c'est pareil pour la défense. C'est que moi, c'est un sujet que je regarde depuis plus de 20 ans. J'avais lancé en 2000... alors ça n'est pas 20 ans, mais 2007, donc on n'en est pas loin, Green Business, tu vois, sur BFM, ouais. Et je vois que 20 ans après, c'est pas craqué. Donc tu cites Total, mais c'est vrai que oui, certes, le pétrole, le gaz restent de loin leur première source de profit, d'EBITDA, d'investissement, mais t'additionnes toutes les startups du solaire en France, ils leur arrivent pas à la cheville non plus. Sur le photovoltaïque. C'est à la fois la solution. Ouais. Et donc, il faut savoir de laquelle manière tu le lis. Et la défense, c'est pareil. Et la défense, c'est pareil. Pendant longtemps, ça a été blacklisté en disant surtout, je veux pas d'armes dans mon portefeuille. Depuis 4 ans, la pyramide de Maslow. À partir du moment où la défense commence à protéger la démocratie, on se dit que c'est pas une mauvaise idée de pouvoir investir dessus. Donc, c'est toujours ces sujets qui sont quand même très personnels et très complexes, mais sur lesquels nous, on continue d'avoir une offre et de développer une offre qui est solide. Et ça reviendra. Et on reste convaincu que c'est quand même en gestion des risques. L'ESG permet d'éliminer un certain nombre de risques. Et donc, c'est une bonne chose d'avoir une analyse de cette nature-là. Donc, tu as dit on est société de gestion, mais pour autant, gestion passive, donc à base d'ETF. Ouais. C'est pas antinomique, mais tu me vois venir. Grosso modo, notamment les perfs que tu m'as cités, on va dire grosse maille entre 3 et 11-12% en rendement annualisé. C'est via tes produits, donc ce que tu as construit. Ouais. Est-ce que tu distribues ou c'est des produits, j'en sais rien, sur étagère, Amundi, iShares de la maison BlackRock, etc. C'est le combo des deux. C'est-à-dire que notre spécialité, c'est les fonds et les mandats d'ETF. Donc, c'est-à-dire que notre métier, c'est de sélectionner les ETF. Parce qu'on a beau dire, tu as cité le MSCI World, des ETF MSCI World, il y en a autant que tu en veux.
Par contre, il y a des bons ETF MSCI World qui répliquent bien, qui peuvent même faire parfois mieux à travers des jeux de pré-emprunt de titres, enfin en tout cas qui ont des critères intéressants, et puis tu en as des moins bien. Donc le premier boulot de l'équipe de gestion chez nous, c'est de sélectionner les ETF. C'est qui le meilleur selon vous alors, selon Yomoni? Je ne l'ai pas. Je pourrais pas te le dire nommément. Et en plus, je vais te dire, ça change quand même très régulièrement parce que on a une concurrence sur la partie fournisseur d'ETF qui fait que l'ensemble des acteurs changent leur gamme, baissent leur prix, font évoluer la manière dont ils gèrent ou ils répliquent. Et donc, ça nécessite un monitoring constant. Donc, le monitoring, la sélection. Une fois que tu as fait les sélections, tu fais l'allocation. C'est-à-dire qu'effectivement, tu disais, est-ce que vous êtes trop États-Unis? Donc, comment tu fais en sorte de coller à ce que tu penses être ta vision du marché? Est-ce qu'il faut être un peu plus Europe, un peu plus États-Unis? Est-ce que tu as un ou deux paris sectoriels que tu veux mettre en avant? Donc ça fait partie de l'équipe de gestion qui va donc choisir des ETF. Dans un mandat ETF, il y a entre 10 et 15 ETF à peu près. Tu as ce qu'on appelle l'allocation technique, c'est de découper des gros indices en petits indices. Curieusement, un MSCI World, il est moins performant que si tu découpes le monde en un MSCI USA, un MSCI Europe, un MSCI Asie, et que tu prends le même combo, la même proportion. Voilà, parce qu'en fait, les indices spécialisés sont quand même plus efficaces. Donc on fait ce qu'on appelle une allocation technique, et puis après on fait le passage d'ordre. Parce que n'oublions pas quand même que c'est des produits cotés, donc avec une fourchette. Et donc, il faut faire en sorte de l'acheter au meilleur prix, de le vendre au meilleur prix, et de s'assurer qu'avec les brokers avec qui on travaille, on est bien positionné sur le marché au bon moment, avec des fourchettes qui sont resserrées. Et ça fait aussi partie du job. Donc, voilà. Donc, tu as des traders, une sorte de salle de marché interne, quoi. En fait, on fait appel à des traders. D'accord. Tu sous-traites ça, tu as des brokers. Par contre, on surveille, on évalue la qualité de l'exécution et on re-challenge à chaque fois nos tables de négo, parce que c'est ce qu'on appelle des tables de négo. Ça veut dire que ça tourne. Moi, si je m'engage chez toi avec mes 10 000 euros, même si je mets du ETF CAC 40 ou MSCI ou Europe, en fait, c'est pas forcément le même produit ça va rouler. Tu mettras pas un ETF à CAC 40. Tu diras, moi, le contrat que j'ai avec Yomoni, c'est que j'en ai pour 10 ans, donc je suis prêt à prendre du risque. Donc je vais être sur une échelle de 1 à 10, je vais être à niveau 9 de risque. Et donc vous allez me gérer mon mandat. Toi, tu as un mandat à niveau 9. Et moi, je vais sélectionner les ETF qui vont bien pour répliquer ce niveau de risque. Et je vais aller après, globalement, bouger le portefeuille. On le bouge entre 10 et 12 fois par an, à peu près. Okay. Tout simplement parce que pour un pays ou un secteur, il y a un nouvel ETF qui nous paraît plus performant, donc on va remplacer par le nouvel ETF, ou alors l'allocation change parce qu'on pense que il y a un moment il y a trop d'États-Unis, donc effectivement il faut ramener ça sur l'Europe, enfin des choix de gestion. Et donc on bouge le portefeuille entre 10 ou 12 fois, et c'est tout le jeu c'est tout le jeu de la confiance. Et là c'est là où je dis qu'on n'est pas des transactionnels, on est des gérants. Et donc il faut bâtir cette confiance avec le client qui nous donne quand même les clés, c'est-à-dire qui nous donne les clés de son contrat d'assurance vie, de son PEA ou de son compte titre, en disant voilà. On se met d'accord sur un niveau de risque et maintenant c'est vous qui gérez. Et la seule manière, je pense, de bien développer cette confiance, c'est la transparence. Et c'est pour ça que l'appli mobile, c'est que tout ce qu'on fait est fait pour que, oui, tu nous donnes les clés, mais en échange, tu as toute l'information sur ce qu'on fait. Pourquoi on a bougé notre portefeuille? Pourquoi on estime qu'il fallait un peu plus d'Europe? Combien ça t'a coûté? Quels sont les frais en euros que je t'ai prélevé chaque mois pour faire cette prestation? C'est transparence contre confiance. Et là, vraiment, ça a été un des socles sur lesquels on a bâti Yomoni. Et c'est comme ça aussi que tu peux arriver à avoir des clients qui te recommandent et qui te laissent effectivement les clés tant qu'ils arrivent à voir exactement ce que tu fais. Je disais en intro, tu es resté quand même assez volontairement en disant assez sous le radar. Et par rapport à d'autres fintechs qui sont venus d'ailleurs ici à ces micros avant toi, si on peut les citer, j'en sais rien, moi, les Gringot, les Finari et plein d'autres. Et pour autant, j'ai l'impression que tu es peut-être de loin le plus gros, quoi, le premier de la classe, là. En fait, moi, je suis un dingo de l'opérationnel et des clients. Donc, d'ailleurs, c'est un tropisme sur lequel il faut faire toujours attention quand tu es un founder. Il faut être dans l'opérationnel, mais pas trop. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on délivre le meilleur service, comment on construit, comment on résout les problèmes. Parce que oui, on a des problèmes et tout notre enjeu, c'est de les résoudre. Et donc, moi, j'ai envie d'y passer beaucoup, beaucoup de temps. J'ai un sujet aussi, c'est que je me suis entouré d'entrepreneurs de la gestion au board et j'ai pas de fait de levée de fonds avec des fonds de PI, de VC. Donc ça, c'est un avantage parce que ça m'a libéré quand même pas mal de temps. Et c'est vrai que je considère que l'essentiel, c'est de faire en sorte que le service soit de la meilleure nature. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces métiers, et en tout cas, nous, c'est notre driver numéro 1, le cercle le plus vertueux de croissance, c'est la recommandation.
Oui, on peut se faire connaître, oui, c'est essentiel. On a fait la pub Polnareff, on en fera d'autres et on pense que la marque, c'est important. Mais fondamentalement, ce qui va marcher bien dans la durée, c'est si les clients sont bien servis, ça veut dire performance et qualité de service et de conseil. S'ils sont bien servis, ils vont nous recommander, ça sera le cercle vertueux qu'on va pouvoir faire sur les dents. Et ça, tu le vois dans le new business, enfin, les nouveaux clients. 40 à 50% de nos nouveaux clients, ils viennent sur recommandation. Wow, 1 sur 2, c'est énorme. Ouais, 1 sur 2. Et ça, ça a plutôt progressé au fur et à mesure. Et c'est clé, c'est d'autant plus clé quand tu commences à travailler effectivement sur des clients dits gestion privée, c'est-à-dire avec des capacités importantes. La manière de craquer ce marché-là, c'est de faire en sorte que ces clients-là soient satisfaits, qu'ils le recommandent. Et donc, c'est ce qui te permet d'équilibrer aussi tes coûts. Nous, effectivement, on a des frais qui sont très contenus. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir un CAC qui soit totalement explosé en acquisition client. Et le meilleur CAC pour nous, c'est le CAC de la recommandation. On peut avoir des primes de parrainage, des primes de bienvenue. Mais globalement, passer par une recommandation, c'est ce qui est le plus fiable. Voilà. Donc oui, et puis après, voilà, il faut avoir un tropisme. Moi, j'étais assez épaté et assez bluffé par le nombre de créateurs de contenu autour de la partie fintech, autour de la partie finance, qui font un travail de pédagogie important. Et nous, on le fait beaucoup. Hein. On a développé un certain nombre de médias qui marchent très, très bien. Et ce que j'adore, et en tout cas, c'est je pense qu'on a une des belles réussites qu'on a eues dans la boîte, c'est de réussir à faire parler les gens de la boîte. C'est-à-dire pas forcément que le fondeur, mais l'ensemble des conseillers qui interviennent, qui sont super parce qu'ils font des pastilles de pédagogie ou d'explication de tech qui sont top. Et je trouve que c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Et puis moi, je reste sur là où je suis bon, et ce qui est à dire focus stratégie et opération. Tu as des machines de guerre chez toi, là. Tu as notamment recruté il n'y a pas longtemps Clarisse, avec qui j'ai bossé chez Sobifun, là. Ouais, exactement. Et plein d'autres. Vous êtes combien chez toi? 150, 200? Non, on est 100. 100, à peine 100 même. On est entre 90 et 100, ça dépend comment tu les comptes. Et Clarisse, qui est au sein, qui est dans l'équipe de Tom de Maison, le directeur de la com, et qui fait un travail admirable. Et l'équipe de com, faut bien se rendre compte qu'on est à la fois présent sur les réseaux, qu'on fait ces publicités avec Polnareff qui sont hyper créatifs parce qu'il faut bâtir la marque. Quand on parle de jeu de confiance et acquérir la confiance, la marque est essentielle. Là où les banques nous battent encore largement, c'est que c'est des marques qui sont surpuissantes. Elles sont partout, dans tous les événements, dans tous les culs de bus. Et donc, c'est important pour te faire connaître, d'être face à ça et d'essayer de créer des marques indépendantes. Venons-en. C'est ce qui fait l'équipe de Tom. Je te coupe là, mais comment tu les vois arriver? Ils sont déjà arrivés, mais ils sont déjà là. Mais les Trade Republic, les Revolut, comment tu vis ça là? Alors, pour moi, il y a Trade Republic et Revolut, c'est deux formats totalement différents. Un anglais, un allemand. Ouais, un anglais, un allemand. L'allemand, il a été très fort. Mathias, il a été très fort sur les créateurs de contenu. Il a fait beaucoup connaître la marque, mais il a presque fait connaître la marque trop vite. Mathias Bacchino, il est devenu influenceur, là, carrément. Influenceur, voilà. Et il a fait connaître la marque Trade Republic de manière très significative. Mais il a presque fait connaître trop vite parce que la capacité d'exécution et de qualité de service n'a pas été au rendez-vous. C'est ce qui se dit. Le service client, c'est un peu compliqué, ça couine, quoi. Enfin, nous, un des éléments où je me réveille le matin et je m'endors le soir, c'est les avis Trustpilot, etc. Ça, je veux dire, quand tu es un fondeur, c'est le truc qui t'anime, t'énerve ou autre. Donc, c'est absolument fondamental. Et c'est vrai que quand on a vu Trade Republic débarquer avec beaucoup de bruit, on s'est dit, bon, effectivement, c'est beaucoup de petits tickets, mais c'est intéressant de regarder. Et on a vu qu'en fait, effectivement, l'exécution n'était pas là. Et donc, c'est compliqué. Justement, on parlait de bouche à oreille à l'instant, de terrain de confiance. T'es à 4-8 sur 5, toi. Ouais. Compliqué de faire mieux, là. Il y a 4-9, c'est ce que j'ai dit. Et c'est vrai que, voilà, ça, c'est Trade Republic. Revolut, pour l'instant, ils exécutent très bien. On va les voir arriver. Ils sont déjà très présents sur la banque du quotidien. On va regarder ce qu'ils donnent sur la partie patrimoniale. Ça va être intéressant de regarder. Moi, je pense qu'un des changements fondamentaux qu'on a fait en 2024 et 2025, sous l'impulsion d'un autre crack de l'équipe qui est Gauthier M sur la partie développement, c'est effectivement le fait d'embarquer grosso modo une trentaine de conseillers patrimoniaux qui viennent parler à nos clients. Et moi qui étais très digital initialement, en me disant que vraiment l'autonomie était fondamentale, il fallait que tout puisse être fait par app mobile, c'est ce qu'on fait et c'est très simple et qui est la transparence. Gauthier a monté la partie plus humaine du conseil à disposition, rendez-vous en moins de 48 heures. Et là, on a vu vraiment le différentiel d'arriver à faire le combo des deux. Parce qu'effectivement, quand tu places 50 000 euros, 100 000 euros, 150 000 euros, tu es content de pouvoir faire tout seul sans te faire ennuyer, entre guillemets, par un conseiller. Par contre, tu as besoin de temps en temps d'être rassuré et de vérifier que de telles sommes d'argent sont quand même bien allouées et que tu as des gens en face. Et en fait, c'est la combinaison des deux qui nous a fait aussi ces 40% de croissance. Et on le voit sur les cohortes. Donc, chaque année, on regarde comment évoluent les cohortes. Et on voit que ces dernières années, on a accéléré les reversements chez nous
aussi parce qu'on a été en capacité d'être beaucoup plus proche des clients avec du conseiller. Et ça, c'est des modèles que ça soit Bourso, que ça soit Revolut, ont beaucoup plus de mal à mettre en place parce qu'ils sont clairement, il n'y a personne au téléphone. Là. Parce qu'ils ils sont dans des logiques qui sont full digital. Mais Bourso et Bourso First, d'ailleurs, qui a lancé une gestion privée, est focalisé là-dessus. Zéro conseiller. Une offre très très accessible en ligne, mais par contre zéro conseiller. Moi, ma conviction, c'est que pour des montants plus significatifs, le combo des deux, à mon avis, c'est la meilleure expérience. Est-ce que tu as changé d'avis ou est-ce que c'est parce que maintenant tu gères 2 milliards que tu es obligé d'adapter? Parce que non, j'ai changé quand tu te lances en 2015 avec des robots advisors, tout est dans le nom. Quoi. A priori, oui, bien sûr. Je pilote automatiquement. Autonomie maximum. Les algorithmes nous permettent de faire un très bon niveau de recommandation. Sauf qu'effectivement, tu as une nouvelle clientèle avec des patrimoines plus complexes. Et donc, il faut prendre en compte un certain nombre de cas particuliers que les algos ont un peu plus de mal à prendre en compte. Et puis, la proximité client et la satisfaction client. Tu citais le 4,8 sur 5 de Trustpilot, qui est une de nos grandes fiertés. Et si tu regardes l'historique de Trustpilot, il a augmenté au fur et à mesure que les conseillers ont été de plus en plus présents et disponibles. C'est un peu ce qu'on dit souvent en interne, c'est que la nouvelle proximité, c'est ce côté qu'avaient les anciennes banques d'avoir des agences à côté de chez soi. La nouvelle proximité, c'est la disponibilité. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas besoin de descendre dans mon agence. Par contre, je veux avoir un expert en 24-48 heures qui répond à ma question. Si j'ai ça, plus une app mobile qui me permet de tout voir, tout faire, c'est le meilleur combo. Et ça, pour l'instant, sur les Revolut, Bourso, etc., ils ne vont pas aller sur ce créneau-là. Et c'est ça qu'on veut développer chez nous. Et c'est aussi pour ça qu'on se focalise aussi beaucoup sur des clientèles plus gestion primée, plus premium, avec des patrimoines financiers plus importants. C'est qu'on pense que ces clients-là ont besoin du combo des deux. Il y a beaucoup d'épargne en Europe, en France en particulier. On a atteint des records récemment autour de 19%. Ouais. Alors toi, tu t'en réjouis parce que ça veut dire qu'il y a des gens... taux d'épargne sur le revenu disponible. Mais on sait aussi c'est un peu notre talon d'Achille parce qu'on a un pays vieillissant, on a un pays qui a peur, qui n'aime pas trop investir, etc. Toi, comment tu vois les choses? Et est-ce que des Trade Republic, Revolut, et il y en a plein d'autres, j'imagine, qui viennent, entre guillemets... manger là dans ton assiette, est-ce que c'est une inquiétude ou tu vas aller faire pareil et Yomoni sera partout demain en Europe? Non, et moi je pense qu'il y a quand même il y a encore beaucoup de spécificités françaises. On a un vrai sujet. Alors tout le monde milite pour avoir une Europe de l'épargne avec des règles fiscales qui soient harmonisées. C'est encore un doux rêve parce que le jour où la fiscalité ne sera pas décidée en France, ça paraît bien lointain. Mais pour autant, on citait le cas du PEA. Pendant longtemps, on a considéré qu'aucun acteur étranger viendra faire du PEA. Et puis certains commencent à le faire, etc. Et en fait, le vrai sujet, c'est qu'à force d'avoir un marché très protégé, on a certaines couches de prestations qui ont été un peu... qui n'ont pas beaucoup bougé, grosso modo, et qui n'ont pas beaucoup innové. Et je négligé, pense t'as voulu dire. Voilà, et je pense en particulier au back-office, à tout ce qui est tenu de compte conservation, qui sont des vrais sujets compliqués en France. Hein. Tenir le compte d'un PEA, c'est pas évident parce qu'il y a plein de contraintes fiscales. Mais pour autant, on reste sur des SI qui sont quand même pas tout jeunes, alors qu'en face, et je pense en particulier aux Allemands qui sont très très bons là-dessus, ils ont redéveloppé from scratch des infrastructures de tenue de compte et autres qui coûtent beaucoup moins cher, qui sont très efficaces. Et là, je pense qu'on va commencer, on parlait de souveraineté, je pense que si on continue comme ça, et même si le conseiller que vous aurez en face de vous sera français, peut-être une boîte française, la tenue de compte risque de basculer côté allemand si on ne se réveille pas sur ces sujets-là. Donc là, c'est des sujets qui bougent beaucoup. Et donc en Europe, oui, on va avoir une concurrence plus forte. Après, j'ai envie de dire, ceux qui sont le plus à risque, c'est quand même les banques établies françaises. dont il va falloir qu'elle bouge vraiment sérieusement sur l'épargne. Et nous, je pense qu'au contraire, ça évangélise. Là où la confiance a changé depuis 3-4 ans, c'est qu'il y avait toujours ce frein, d'ailleurs ça existait dans la banque en ligne il y a 15 ans avant, il y a toujours ce frein de dire est-ce que c'est aussi sécurisé de mettre mon argent dans une banque en ligne? On avait le même sujet sur l'épargne. Est-ce que c'est aussi sécurisé d'ouvrir une assurance vie plutôt en ligne plutôt que mon agence? Et ben ce frein-là, il a été objectivement dans les 3 dernières années, il a été complètement levé parce que les banques basculent dans le digital, donc la frontière devient floue aussi pour eux. Et donc finalement, le réflexe de dire mon épargne elle peut être placée en ligne n'est plus un pari ou une prise de risque. C'est la manière la plus efficace de placer son argent. Double question, puis on arrive sur nos questions de fin. Tu vises 5 milliards d'ici 2-3 ans, 5 milliards sous gestion. C'est quoi la suite? Et est-ce que tu t'attendais d'ailleurs à ça en lançant Yomoni, tu vois, il y a une dizaine d'années, 5 milliards, ce serait la moitié, tu vois, ce serait la moitié de la financière de l'échiquier. Et deux, pour revenir sur les grandes banques, voilà, c'est quoi ta suite à toi? Est-ce que ces banques t'ont approché? Est-ce que pas du tout? Tu veux faire non pas one man show, mais un stand-alone et rester indépendant pour les 20 prochaines années? C'est quoi la suite, quoi? Ouais, à ce stade, l'indépendance, je pense que c'est clé. Et aujourd'hui, il faudrait vraiment trouver un partenaire. On a un partenaire historique et actionnarial qui est Crédit Mutuel Arkea,
qui nous a accompagnés au début parce qu'il fallait trouver l'assureur qui était prêt à mettre des ETF dans son assurance vie en 2015. Tout le monde freinait des cas de fer et eux ont dit oui et ils sont rentrés au capital. Mais le vrai sujet pour nous, et pour faire ces 5 milliards et demain 10, c'est effectivement de garder notre indépendance et de continuer ce travail qu'on fait d'activation sur la gestion privée en renforçant la gamme de produits, l'offre, le servicing. On a une offre, et tu l'as dit au tout début, de B2B. Donc comment on adresse sur notre spécialité de multigestion indicielle des family office et des CGP qui deviennent appétents à ce type de produit. C'est assez fascinant. Moi, il y a 5 ans, je vais voir les CGP, ou 6 ans, je vais voir les CGP. Ils me disent non, il n'y a pas de place pour les ETF dans mes portefeuilles. J'ai déjà mes spécialités en gestion active. Et puis au fur et à mesure, avec la pression des clients aussi, et puis le fait que ça soit vraiment un outil qui permet d'optimiser ces portefeuilles, on rediscute et on se rend compte que oui, on peut leur rendre service sur cette partie-là en leur offrant ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des mandats de gestion indicielle pour leurs clients. Donc ça doit aussi pouvoir contribuer. La troisième option qui serait aller sur l'Europe. La France, c'est plus de 6 000 milliards d'euros d'épargne. Donc moi, je vais avoir tendance à vouloir me focaliser. 6 000 milliards d'épargne, ouais. Okay. Les Français détiennent 6 000 milliards. Alors, et toi, on t'en a confié 2. Voilà. Donc on peut dire encore un peu de marge. Je peux passer à 5 milliards sans complètement bouger le marché. Donc, j'ai quand même largement de la place. Et donc, on va essayer de très, très bien faire le marché français. Et puis après, on verra ce qui se passera. Mais là, aujourd'hui, c'est gestion privée, comment bien adresser, servir les clients et avoir ces 4,8, 4,9 de notre client sur une population haut de gamme. Faire le B2B pour accompagner des partenaires en Family Office et CGP et continuer de croître sur toujours le pari ETF et le mandat ETF. Et puis, on a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais j'imagine que tu l'abordes à chaque fois, qui est l'IA, qui est comment j'arrive à optimiser ma personnalisation, qui est un élément clé. C'est comment j'arrive à parler à chacun. Alors, on a quand même des contraintes pour... Le conseil reste chez nous, fait à travers nos algorithmes ou nos conseillers. Par contre, réussir à le dire de la bonne manière, à la bonne personne au bon moment, ça, c'est sûr qu'on va largement progresser grâce à ce qu'on met en place en ce moment. Hyper intéressant. Et j'étais quand même ravi, grâce à toi, ou à cause de toi, de ne pas parler d'IA. Pendant 3 quarts d'heure, on a fait une petite pause. Ça va revenir, hein, vous inquiétez pas, ou rassurez-vous, je ne sais pas. Bon, allez, dernière question pour toi. Meilleur souvenir à Yomoni depuis 2015, Sébastien, il faut choisir. Il y en a sûrement plein, mais tu dirais que c'était quoi? Alors, il y a le démarrage, c'est-à-dire le moment où tu arrives dans tes premières réunions et tu as l'impression que le monde t'appartient, que tu vas faire tes propres choix, tu vas prendre tes propres décisions. Tu es entouré avec tes jeunes associés qui sont là. Et donc ça, c'est une énergie dingue. Puis quand même le milliard, où tu dis, ouais, quand même, ça y est, on a planté le drapeau du milliard, ça fait 8 ans qu'on va le chercher et on est très fiers pour toute l'équipe. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur jusque-là, tu dirais? Il y a des périodes qui sont plus dures. On part toujours de la traversée un peu. C'est 2019. 2018 est une année compliquée sur les marchés. Donc on ne fait pas exactement les chiffres qu'on veut. Mes 2 associés fondateurs du début trouvent que sans doute c'est un peu lent et décident de partir dans d'autres aventures. Et donc je me retrouve solo entrepreneur. C'est ça, vous étiez 3, tu l'as dit au début. Voilà. D'un et mois. Là, on bascule un. Et donc là, tu te sens un peu seul ouais. sur un marché un peu compliqué et tu as intérêt à être vraiment convaincu de ton produit et de ton marché pour vraiment continuer et enchaîner. Bon, là encore une fois, tu as le nez creux parce que finalement, c'est reparti derrière. Pas tout seul, évidemment, mais c'est reparti. La chose dont tu es le plus fier à date? On l'a dit, c'est l'énergie de l'équipe pour faire ce qualité de service, ces 4-8. Moi, les avis clients, c'est mon énergie, c'est mon fuel. Donc, très fier d'arriver à 4-8 et de tout faire pour le maintenir. Et surtout d'avoir une équipe qui est totalement mobilisée. C'est ça qui est assez génial, c'est quand ton énergie, ton envie, elle répond et elle résonne chez toute l'équipe. Ça, c'est top. Et à contrario, ta plus grosse erreur, tu dirais que c'était quoi jusque-là? J'en ai fait plein. Oui, mais ta plus grosse. Ouais. Forcément, tu en as fait plein, mais on le fait tous. Mais... Non, la plus grosse, celle qui nous a pris quasiment 1 an, c'est d'avoir voulu attaquer l'épargne salariale, qui est un marché hyper compliqué. Tout seul ou avec un partenaire? On l'a fait avec un partenaire back-office, mais on l'a attaqué en direct. On pensait que c'était une super niche, un produit intéressant. Et puis, on a peut-être un peu trop écouté nos clients qui nous sollicitaient sur le sujet et qui nous disaient qu'il fallait absolument qu'on lance. Tu as commencé par quel secteur? Enfin, tu as essayé d'adresser quel secteur? Bon, nous, on avait une stratégie, et c'est sans doute là qu'on a fait la plus grosse erreur, c'est qu'on a cherché vraiment les toutes TPE, c'est-à-dire les 2, 3, 4 employés salariés, en se disant que c'était très simple et effectivement, on avait simplifié l'expérience, sauf que ça passe par l'expert comptable, ça passe par plein de monde, ça crée et en fait, ça fait des temps de vente qui sont monstrueux pour finalement des tickets qui sont très petits. Et donc, voilà, on s'est après réassocié à Generali, on a donné la plateforme tech qu'on avait déployée. On l'a vendu à Generali qui souhaitait se remettre sur ce marché-là et on est sorti. Mais ça, stratégiquement, c'était une des mauvaises... Testé and learn, hein. Exactement. T'as appris, on a essayé. Exactement. Anecdote que tu peux confier là, pour tes 45, qui était resté en off jusque-là?
L'anecdote une des anecdotes marrantes, c'est au tout début, quand effectivement on réfléchit autour de table et on se pose la question d'ouvrir à des business angels qui ne viennent pas forcément du monde de la gestion. Et je crois que c'était Olivier Mathieu où j'avais réussi à récupérer un créneau d'un quart d'heure, 20 minutes pour lui parler au téléphone. Je me suis rendu compte que la veille, c'était le moment où j'allais amener mes filles à Disneyland et que je n'avais pas à me refuser ça. Et donc, je me suis trouvé une petite salle pour pouvoir discuter tranquillement avec lui jusqu'au moment où le call démarre. Et là, on ouvre, la personne ouvre des grands rideaux et là j'ai 50 Américains qui débarquent dans la salle où je devais discuter tranquillement et j'avoue ça n'a pas été un pitch qui a été fabuleux, je pense d'ailleurs ça n'a pas beaucoup donné suite. Voilà. À Disney en plus à Orlando ou ouais. Non, à US. Disneyland à Paris. À Paris il y avait des Américains? Ouais, il y a des Américains. Il y a pas mal d'Américains dans cette salle et ça faisait beaucoup de bruit. Ouais, du coup, pas d'Olivier Mathieu, qui était à l'époque chez Press Minister, ouais. Non ok. Ouais, bon, très bien. Une personne qui pourrait venir après Yomoni, FinTech ou pas, d'ailleurs. Ouais. Moi, j'aime bien on parle toujours des entrepreneurs de la tech, mais les entrepreneurs de la gestion, c'est intéressant. Et Fanny Laitier, de Généo Capital, super pro, amoureuse des ETI françaises et européennes, que je trouve très, très inspirante et qui a vraiment une vision limpide sur là où on doit aller, sur les sujets de souveraineté. Je pense qu'elle serait très intéressante à inviter. Merci à toi pour ce conseil, Sébastien. Et donc, on se retrouve pour les 5, au pire, pour les 10 milliards d'AUM. Bien sûr, très vite. Merci à toi. Sébastien.